Le monde tourne de plus en plus vite et dans sa course effrénée, il emporta avec lui les vestiges de ce que nous apprenaient nos anciens. Nos grands-parents en cuisine nous disaient bien que les tomates c'était en été et qu'il fallait attendre les premières feuilles tombées de l'automne pour que les soupes de potimarron fassent leur grande apparition. Alors on le sait, mais il semble que ce bon sens dont nous faisions encore preuve il y a quelque temps s'échappe avec les nouvelles tendances du fast-fooding. Le chef Thierry Marx tire la sonnette d'alarme et nous sommes de ne pas enterrer trop vite le bon sens qu'avaient nos aînés. Coup de frein immédiat sur l'ubérisation de la gastronomie française, un nouveau numéro de Dixit. Chef Marx, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'UMIH. C'est dans ce cadre-là qu'on vient vous voir. Le résultat du deuxième tour des législatives est arrivé. Un nouveau gouvernement va être élu. Qu'est-ce que vous, en tant que président de l'UMIH, vous attendez de ce gouvernement? Des décisions, c'est toujours dans un monde qui se télescope un petit peu. On attend que ces nouveaux élus, choisis par le peuple français, donc il n'y a pas à discuter de ça, mais de leur faire comprendre qu'il y a des décisions à prendre pour que les entreprises, les entrepreneurs de ce pays puissent continuer à s'épanouir et à faire rayonner la France, son hospitalité, sa gastronomie. C'est le rôle de l'UMIH de convaincre un petit peu, ou de proposer plutôt ces gens qui nous gouvernent d'essayer d'arbitrer un certain nombre de choses qu'il faut arbitrer aujourd'hui sur le travail, sur tout ce qui aujourd'hui vient nous télescoper, l'ubérisation et autres. Eh bien, il y a des décisions à prendre et il faut les prendre, quelles qu'elles soient, il faut les prendre. Et on ne peut pas rester dans un management fog, comme disent les Anglais, un espèce de brouillard comme ça sur lequel on n'arbitrerait pas et ce qui crée évidemment des tensions, des frustrations et de l'anxiété pour les entrepreneurs. Comment l'UMI aide ces sociétaires à améliorer le RSE de leur entreprise? On a mis en place, dès mon arrivée, ma mandature est basée sur 3 points. C'est pas compliqué, je vais pas chercher à complexifier les choses. Communication intérieure et extérieure à nos métiers. On ne savait pas communiquer ni en interne ni à l'externe d'ailleurs. D'accord. Chacun y va de son propos. Donc on a amélioré ça et on continue à l'améliorer. 2, c'est attractivité métier. Donc responsabilité RSE sur l'attractivité métier, le recrutement, la formation. Et je me repositionne sur ce propos avec des fois un côté moins caporaliste dans ce métier. Et puis l'impact environnemental. Aujourd'hui, les jeunes y sont très attachés, nous aussi. Eh bien, on a tout de suite mesuré l'impact environnemental de l'entreprise. On a signé des accords avec l'ADEME, justement, pour essayer de mettre en place la stratégie de l'eau, de l'énergie, etc., des biodéchets et tout ça. Et on a nommé une personne en charge de ça, qui s'appelle Ludovic Povio. Donc, on a mis en place tout un tas de programmes sur lesquels les présidents de départements ou de régions peuvent venir se former. D'accord. Et tous les adhérents à l'UMI peuvent venir sur le site ou venir se former sur nos formations diverses et variées en termes d'impact social et d'impact environnemental. Comme on le sait que c'est une profession qui est tendue en ce moment, est-ce que, parfois, quand on est tendu, on a un peu la tête dans le guidon. Est-ce que les patrons d'entreprise sont à l'écoute de ces choses-là, ou c'est vraiment quand on aura le temps? Non, ils sont vraiment à l'écoute, que cette profession soit en tension. C'est vrai, mais ce sont des professions extrêmement résilientes. Un peu comme les agriculteurs. C'est vraiment des professions qui sont sous contrôle permanent. Et effectivement, ce sont des gens qui sembleraient avoir la tête dans le guidon, mais qui savent prendre du recul et mettre un temps, des fois, entre l'émotion et l'action à mener. Nous, on voulait vraiment apporter ce petit plus dans ma mandature, mettre du temps entre l'émotion et l'action. On peut apprendre un certain nombre de choses, de contraintes qui sont liées à nos métiers. Prenons un peu de recul, élevons un peu le débat, et avant d'être dans la réaction épidermique, finalement, et juger. Mais tout ça est une nouvelle vision du métier qu'on essaye d'apporter avec ce nouveau bureau de l'UMI, avec des gens qui s'impliquent beaucoup sur le terrain. On a toujours l'impression que l'UMI est un syndicat comme ça dans la contestation, mais bien au contraire, c'est un syndicat de terrain très très proche du terrain, proactif et très proche des préfets pour essayer de réagir. Je vois tout le travail de Brice Sanac sur l'eau, avec la pratique de l'eau dans les Pyrénées-Orientales, Ludovic Poyo sur tout ce qui est biodéchets, et travail sur l'énergie, tout un tas de
responsabilité dans ce syndicat sont encore à construire, mais beaucoup sont déjà construits et on peut aller de l'avant. Donc ça veut dire qu'on peut réagir sans avoir trop d'émotions et de se dire oui, mais on a anticipé. Ce que je veux toujours faire comprendre, c'est qu'il faut anticiper beaucoup pour improviser tout le temps. Parce que vous savez jamais quel texte de loi va tomber ou quel gouvernement va se reformer. Quel gouvernement va se reformer, comment il va se reformer, avec quel regard il a sur notre métier. Vous savez, je traverse la France 2 fois par mois pour aller en zone rurale. Et il y a une politique à Paris, il y a une politique dans les grandes villes, une politique très urbaine. Et je pense que nos politiques seraient bien inspirés d'aller voir l'état des lieux. Moi, je vois une France rurale très marquée, des fois avec une perte d'attractivité en termes de restauration, en termes d'hôtellerie. Et il faut vraiment travailler sur la ruralité. Donc, on a un plan ruralité qui est très, très, très fort et très engagé avec la Banque des Territoires, notamment avec laquelle on a beaucoup discuté là-dessus pour essayer de redynamiser aussi. Parce que la France reste attractive, tant mieux, parce que on va aller vers du slow travel, on va voyager plus lentement, parce qu'on va décarboner, et tant mieux nos voyages pour les étrangers comme pour nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver des zones, je dirais presque de redécouverte du monde rural, et on le sait, il y a énormément de choses à découvrir dans le monde rural en France, mais il faut vivre des expériences. Le touriste, quel qu'il soit français ou étranger, il veut vivre une expérience, qu'elle soit dans la Creuse, dans l'île-et-Vilaine, dans le Finistère Nord, dans le Lot, peu importe. Mais il dit, bon, je veux bien rester 3 jours de plus, mais pour quelle expérience, qu'elle soit gastronomique, que je participe à la création de parcours, quel GR je veux faire, quel parcours d'émotion, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que comme on peut tout voir sur Internet, eh bien, quelle émotion vous allez me faire vivre physiquement pour que je puisse donner de la mémoire à l'éphémère. Ça va être le grand truc de ce nouveau tourisme, de cette nouvelle gastronomie qui est en train de s'installer. Je veux bien traverser la France pour aller goûter une cuisine d'auteur, parce que je trouve qu'il y a une cuisine d'auteur, qu'elle soit bistrotière, de bouillon, de haute gastronomie étoilée, etc., etc. Mais je veux vivre une expérience. Je veux marquer ma conscience à ce moment-là. Et je veux que vous marquiez ma conscience à ce moment-là. Justement, on y vient, la technologie dans ce métier. Alors, on sait, la technologie va être très vite aujourd'hui. La restauration est un métier noble, ancien. Est-ce que je suis ce mouvement? Et qu'est-ce qu'il y a de bon à récupérer pour vos métiers dans les nouvelles technologies? Est-ce qu'elle suit ce mouvement? Oui. Alors, est-ce qu'elle le suit parce qu'elle aime ce mouvement, ou est-ce parce qu'elle est en train de le suivre? Le digital a télescopé nos métiers. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a une plateforme qui a investi beaucoup d'argent pour prendre en gros 20% de votre savoir-faire. Et ça s'appelle les plateformes. Et ça, c'est le digital. Et le monde du digital aujourd'hui, qui a pris une large part économique dans le métier, trop grande, à mon avis. C'est pour ça que l'UMI est en train de voir comment on peut... C'est ça que vous allez mener des actions, notamment sur Airbnb. On va mener des actions, mais au-delà de mener des actions, on va créer des outils. C'est ça qui nous intéresse. Pas nous directement UMI, mais on va se faire aider pour créer des outils pour que nos hôteliers, nos restaurateurs, nos cafetiers ne subissent pas. Quand vous donnez 20% de votre chiffre d'affaires à une plateforme, il vous reste pas grand-chose. Il vous reste pas grand-chose. Donc, oui, la technologie est venue télescoper nos métiers. Oui, on s'adapte. Oui, on réagit. Mais en même temps, il ne faut pas non plus tout miser sur la technologie et de revenir au cœur des choses. C'est vrai que quand on a créé la machine-outil, on a fait naître le prolétariat. C'est Marx. C'est pas moi, là, c'est l'autre qui a écrit. Mais le digital et je dirais le digital et l'intelligence augmentée vous fait perdre une partie de votre cerveau. Donc, il réagit beaucoup plus vite que vous. C'est un outil. Donc, on va revenir au cœur des choses. Ne pas se réfugier derrière les outils. Il ne faut pas se réfugier derrière ça. Et bien, la machine-outil nous prive un peu du geste. L'intelligence augmentée et le digital nous prive un peu de notre réflexion. On va revenir au cœur. Au cœur, à nous, hôteliers, restaurateurs,
de faire vivre de l'émotion dans l'hospitalité, dans la qualité de notre travail, dans le fait maison, dans notre rapport à la culture et à l'agriculture. Tout ça va rentrer de nouveau, les Japonais disent kokoro, le cœur au cœur de l'émotion. Et je crois qu'on a, encore une fois, une carte à jouer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que nous réagissions sur les grands enjeux de demain autour de l'intelligence augmentée et autour de l'agriculture aussi. Nous, on a créé il y a quelques années un laboratoire de recherche et développement qui s'interrogeait sur quelle cuisine 2050-2070, ce qui nous a imposé en 2004-2006, où je n'étais pas présent du bien évidemment, mais de se dire, ce sera quelle agriculture, quel sol, quelles plantes, quels animaux, quelle eau. Tout ça nous impose de réfléchir et de continuer à anticiper. C'est quoi un restaurant demain? Son modèle économique va être basé sur sa gourmandise en énergie ou pas. 14% de son assiette, ou presque 16% de son assiette, sera de l'eau, de l'électricité et du gaz. Avant les ingrédients. Donc ça veut dire qu'il faut raisonner autrement sur les matériaux, sur quel type de fourneau. Un hôtel, c'est la même chose. Avec quelle eau? Est-ce qu'il y a un circuit d'eau intégré qui fait qu'on peut nettoyer l'eau des salles de bain pour en faire une eau sanitaire, etc., etc. Toutes ces mécaniques liées à l'impact environnemental vont peser lourdement sur les modèles économiques. Il faut les anticiper. C'est pour ça qu'à l'UMI, on a beaucoup anticipé sur le regard qu'on peut avoir avec l'Université de Paris-Saclay et le Centre français d'innovation culinaire pour justement regarder ces grands enjeux et proposer aux professionnels de dire attention, si vous avez une cuisine où vous faites construire un restaurant pour les 10 prochaines années, votre impact environnemental devra être mesuré comme son impact social d'ailleurs. Et la modernité de nos établissements se jouera sur l'impact social. Vous avez parlé de recrutement et de garder nos compétences métiers et sur l'impact environnemental qui va peser dans la réalité, dans le modèle économique de vos établissements. Tout ça, il faut l'anticiper. C'est pas glamour, hein. Je préférais vous parler de la recette des tomates farcies, de la belle-mère ou de la cante. C'est l'enjeu d'un syndicat. Il n'est pas d'être dans uniquement la contestation. Il peut contester un certain nombre de choses, mais c'est pas vraiment que son rôle. Son rôle est l'anticipation, anticiper pour improviser tout le temps. Si je vous parle de saisonnalité, dans certains départements, maintenant la saisonnalité, il y en a deux. Vous avez ou la sécheresse ou la mousson. Il va falloir réagir avec ça. Avec quel produit, comment je replanifie, tout un tas de choses. Donc, il faut regarder ça avec beaucoup de discernement, beaucoup de sagesse pour pouvoir anticiper beaucoup. C'est le rôle d'un syndicat. Oui, donc c'est d'être dans la prévention de ces choses-là. Oui, dans la prévention et puis d'admettre qu'il y avait un avant et que c'était avant et qu'aujourd'hui, eh bien, on vit avec un présent en essayant de projeter un futur. Et le futur, il est dans l'observation de la nature, des choses dures avec les faits et bienveillants avec les gens. Mais les faits sont les faits. On a des saisons qui se modifient. Le télétravail est télescopé. On perd 100 000 postes avec le Covid, mais on perd aussi une partie de nos clients urbains le lundi et le vendredi midi. Donc, voilà, il faut admettre et il ne faut pas oublier que tout ça a télescopé entre l'augmentation de l'énergie et la perte d'attractivité certains jours de la semaine à cause avec la cause du télétravail. Eh bien, il y a quand même 8000 établissements confirmés l'année dernière. C'est bon. Après, il y a aussi beaucoup d'établissements qui se créent. Il y a un équilibre qui se... Mais il faut en tenir compte. Alors, je sais qu'il y a quelque chose qui lui est cher. C'est l'anti-gaspi. Et je crois de cette fameuse technologie, il y a des nouvelles solutions qui sont nées de la technologie et principe de l'anti-gaspi. Quelles sont celles que vous, à l'UMI, vous venez? L'intelligence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anti-gaspi. Moi, je ne connais pas un manuel de cuisine qui me parle de gaspillage alimentaire. C'est-à-dire que c'est notre esprit de la fin du XXe siècle. On était devenus des surconsommateurs qui nous a fait comprendre ou laisser croire qu'on pouvait tout gaspiller. C'est totalement faux. C'était pas la base métier. L'eau doit être économisée parce qu'elle se raréfie. Mais nos arrière-grands-parents, quand ils ramenaient l'eau du puits, ils faisaient très attention aussi. Qui vous dit que l'épluchure d'un légume est un déchet? Ça peut être un coproduit, soit un coproduit du compost, soit un coproduit que vous pouvez utiliser en cuisine. Et c'est cette méconnaissance, bien souvent, de cette surconsommation
qui fait que cette connaissance de la surconsommation qui fait prendre conscience qu'il va falloir faire de l'anti-gaspi. Mais l'anti-gaspi, c'est juste du bon sens. C'est juste du bon sens. Donc, on est parti un petit peu, un peu comme en 14, un fleur au fusil, on dit on va parler d'anti-gaspi, on aura l'air de gens très bien. Mais j'ai jamais appris, quand je levais un poisson, que les arêtes ne servaient à rien, que je pouvais même pas en faire un bouillon pour faire une première vente, etc. Regardez, il y a la mode des bouillons aujourd'hui qui revient, mais s'il y avait bien un modèle de restauration à une époque qui était l'anti-gaspi, c'était les bouillons. Ces deux bouchers, deux grossistes en boucherie, qui étaient Chartier et Duval, les bas morceaux, ils les vendaient dans leur bouillon à un prix attractif pour attirer d'autres gens dans une restauration. Donc, la lutte anti-gaspi, c'est simplement de remettre en place du bon sens, de la pratique professionnelle, et puis d'arrêter aussi ce qui n'avait pas de sens, des cartes où il y avait 12 ou 14 plats, la plupart bloqués dans un congélateur qui vous coûtait beaucoup en énergie que vous ne pourrez plus vous payer, et 2, en impact environnemental à cause des gaz à effet de serre. Tout ça était parti du bon sens. Que l'humain a un instinct de survie, aujourd'hui il veut parler d'anti-gaspi, mais il veut juste redonner du sens à ce qu'il transforme. J'entends pour les restaurateurs, dans les restaurants, tout ça. C'est la même chose. Il y a un exemple qui me vient tout de suite en tête par rapport à ce que vous me dites, c'est, vous savez, c'est drôle, chez un hôtelier de vacances. C'est l'offre qu'on arrive sur les buffets. Enfin, tout est à profusion et on ne peut pas concevoir une seule seconde que les gens vont manger tout ce qu'il y a à disposition. Ça peut partir aussi de là, ça. Et vous savez, j'entends là-dessus. Et je pense que ce que vous évoquez date du XXe siècle. Et qu'aujourd'hui, les gens ont compris que c'était une erreur, que de toute façon, les 2/3 du buffet allaient être bloqués dans un congélateur, que un ou moins un tiers du buffet n'est pas du buffet maison, etc., etc. Les gens ne sont pas idiots, ils comprennent un peu les choses. À nous de leur expliquer, de leur proposer, même pas expliquer, de proposer. Mais il n'en est pas moins, si vous voulez lutter contre le gaspillage alimentaire, il va falloir revenir à la base. La base, c'est de refaire des mangeurs. Pourquoi je parle? Souvent, ça paraît un peu utopique, presque on est charrié sur le ton de l'humour, des fois, de remettre des cours de gastronomie à l'école. Vous savez, quand vous faites un cours de gastronomie, vous avez tout en cours de gastronomie. Vous avez un cours d'histoire-géographie, vous avez un cours d'arithmétique, parce qu'il faut mesurer un peu les choses, vous avez un cours d'hygiène alimentaire, mieux manger, vous avez un cours d'éducation civique, quoi l'autre ne mange pas comme moi. Et dans ces cours de gastronomie, finalement, eh bien, vous seriez en mesure de faire, pour les 20 prochaines années, plus des consommateurs, mais des mangeurs. Et c'est la grande idée, parce que si vous êtes mangeur, vous dites non, je ne vais pas me laisser avoir à travers ça. Et d'ailleurs, je trouve que les jeunes gens aujourd'hui, quand il y a un bon rapport qui est mais les restaurants sont pleins de gens jeunes. Il y a forcément de marchands de burgers ou de marchands de sandwich. Moi, je vois dans des restaurants qui ont une qualité du fait maison avec une attractivité en termes de prix, aujourd'hui, font le plein. Donc, j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça, parce que là, je vous rejoins sur les émissions sur la visibilité de nos métiers, de la cuisine. On n'a pas tous envie de venir cuisiner, mais on a tous envie de venir un peu connaisseurs de la cuisine. Absolument. Donc aujourd'hui, la mécanique est bonne, et on a des jeunes gens qui se disent « Ah nous, ça non, bah ça oui, parce que j'aime bien, parce que c'est bon. » À nous de leur faire découvrir, à nous de trouver une possibilité de mettre de l'attractivité au niveau des prix. Je travaille beaucoup sur la cuisine collective, sur les crousses, pour permettre aussi à ces jeunes gens qui n'ont pas les moyens de bien manger, de dire « Non, bien manger, c'est important. » Mais après, je peux faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et cette mécanique-là, sur la lutte de l'anti-gaspi, moi, j'ai fait partie de ces gens qui ont réfléchi sur si c'était un bon produit. Souvent, on me dit, ah non, mais un bon produit, il est bio. Chez avant d'être bio, il faudrait qu'il soit bon. Mesurer son impact social, mesurer son impact environnemental et mesurer son impact nutritionnel. Un œuf beau et un œuf bio, un œuf bon peut avoir une valeur nutritionnelle qu'un œuf bio ne peut pas l'avoir. Donc, je défends toujours le bio, c'est défendre la biodiversité, ce qui est une vraie chose, mais déjà, commençons par le bon. Et si on commence par le bon, on ira vers cette lutte de l'anti-gaspi. Parce que l'agriculteur qui vaut bien son bon produit, donc dans son impact social, il mettra l'impact environnemental. Et on voit que la mécanique d'un label que j'ai intégré à l'ULU,
qui s'appelle Bleu Blanc Cœur, et je suis totalement bénévole chez Bleu Blanc Cœur, mais je tiens toujours à le souligner, et fait qu'aujourd'hui, ce monde agricole qui a rencontré le monde de l'hôtellerie-restauration dit « Ah, c'est des produits accessibles. » Et on mesure leur impact social, environnemental et nutritionnel. Très bien, bon pour tous. Très bien. Et là, on va lutter contre l'anti-gaspi, et l'agriculteur dira « je vais pas faire 40 tonnes, or je suis pas sûr de les vendre, mais je suis sûr de vendre 15 tonnes au juste prix. » Et il fera 15 tonnes. Et ça veut dire que sur les sols, on aura une amélioration des sols. Aujourd'hui, les 7000 agriculteurs qui sont sur ce label bleu, il y en a d'autres. Il y a d'autres labels qui font tout aussi bien ou qui essayent de faire aussi bien. Mais il faut se rapprocher, il faut que l'hôtellerie-restauration se rapproche de cela pour se dire, on diminue l'impact carbone. Et l'assiette, c'est un fonctionnement assez simple. Vous voyez, si une assiette, en général, c'est rond, il faut prendre le même motif. Pour mettre quelque chose au centre de l'assiette, vous faites la politique de l'escalier. Vous regardez un petit peu ce qu'il y a autour à moins de 200 km de chez vous. Et vous apercevez que vous allez réduire votre impact carbone, vous allez augmenter le champ des possibles en termes de préparation parce que vous allez avoir une diversité de produits qui correspond quasiment à votre région. Même quand vous partez du cœur de Paris, à moins de 200 km, quand vous êtes déjà en Seine-et-Marne, vous avez déjà des produits qui se ramener. Et on n'est pas forcément augmenté le prix pour le coup. Et pour le coup, pas forcément augmenter le prix. Et de s'associer, encore une fois, trouver des solutions, des fois avec des fournisseurs qui n'avaient pas cette solution. Et on voit des grossistes aujourd'hui qui disent que de faire rouler des camions vides, eh bien, on peut commencer à faire du ramassage aussi dans ces fermes de proximité. Et aujourd'hui, là aussi, l'UMI a regardé ce qu'on pouvait faire avec des transporteurs, dire, bon, vous partez plein, mais revenez plein, et de faire en sorte que les agriculteurs, qui eux ne sont pas des logisticiens, ne sont pas non plus des valoriers, c'est pas leur métier, ils sont là pour produire, de produire. Vous voyez, c'est ces mécaniques de dire, un syndicat peut rayonner, peut apprendre des autres, et plutôt, encore une fois, je leur ai dit, plutôt que de chercher des coupables, des divergences, eh bien, cherchons des solutions. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver un travail sur l'anti-gaspi aujourd'hui qui fait en sorte que là aussi, n'oublions pas que l'anti-gaspi répond au modèle économique de l'entreprise. Quand vous commencez à acheter des poissons déjà filetés ou des volailles déjà prédécoupées, vous perdez un quart du potentiel de votre chiffre d'affaires. Le bistrot des années 50, de la crête du poulet aux pattes du poulet, il y avait une transformation de produit. Entre le bouillon au vermicelle jusqu'à la très jolie poitrine de volaille rôtie au four, il y avait 3 ou 4 plats différents. C'est vrai. Alors on a cru que on a redécouvert ça au Japon pour certains qui disent c'est formidable au Japon, mais c'était la même chose en France. C'est pas la peine vous savez, on peut s'inspirer d'une culture, mais on n'est pas obligé de se l'approprier. Nous l'avions déjà, nous savions donner de la valeur ajoutée à des produits simples, ce qui faisait l'économie de base d'un bistrot. D'ailleurs, en général, ces propriétaires de bistrot grandissaient au fur et à mesure et finissaient par se payer une industrie parce qu'ils savaient donner de la valeur ajoutée à des produits simples. Moi, je me souviens de la clarification des œufs et d'arriver les blancs d'œufs, et puis en fin de semaine, on faisait souffler au chocolat, souffler à la vanille, et puis on passait nos blancs d'œufs et on vanille où on faisait des brangs, etc. Donc, donner de la valeur ajoutée à des produits simples doit faire partie dans ce travail de l'anti-gaspi. C'est pas simplement d'apprendre aux enfants en formation de récupérer les épluchures de pommes, même les justifier, c'est ça, mais leur dire pourquoi on les récupère et comment on peut commercialiser cette compétence. Ce sera ma dernière question. Vous avez milité récemment pour changer quelque chose qui était le fait à la maison pour le non fait maison. Expliquez-nous la différence. J'aime pas les politiques de discrimination. D'ailleurs, j'aime pas montrer les gens du doigt, j'ai été éduqué comme ça. Et je pense que si j'avais raisonné comme ça pour le monde de l'agriculture, j'aurais dit, on va faire des volailles non label. Moi, je voulais tirer vers le haut, donc j'ai défendu à l'époque la volaille label rouge, toutes ces volailles label, parce que ça tirait tout un pan de ces producteurs de volailles qui disaient oui, on a intérêt, si on est récompensé, qu'on a un label, on va en plus cher. Donc j'ai la même démarche pour le fait maison. Défendre le fait maison dans une loi cadre. C'est-à-dire que on se met d'accord avec la DGCA. D'ailleurs, on a le décret de 2015 qui est déjà posé, où tout le monde est d'accord. L'ensemble des syndicats sont d'accord pour dire on va défendre le fait maison. Et ça, c'est important parce que avec ce label,
qui serait national, permettrait à des gens, quand ils rentrent dans un restaurant, de dire il y a une loi qui est stipulée, ces gens protègent cette loi, donc je viens dans ce restaurant. Donc je suis protégé. Donc je suis protégé, au même titre que le code des débits de boissons. Donc je rentre dans ce restaurant. Si ce restaurant ne respecte pas la loi et qu'il est contrôlé, il sera durement sanctionné. C'est ça que j'attends de la loi. Mais en même temps, ça crée une attractivité du fait maison. Et en même temps, pourquoi, à un moment donné, on s'est interrogé, pourquoi dire le fait maison uniquement pour les restaurateurs? Je veux dire, alors le restaurateur qui ferait un jambon beurre, la loi ne l'autorise pas à lui dire qu'il est fait maison. Par contre, le boulanger qui ferait un jambon beurre, peut-être avec un jambon assez médiocre, acheté je ne sais où, lui, il aurait le droit au jambon beurre fait maison. C'est oui. Ça n'a aucun sens. Donc, j'ai préféré me mettre d'accord avec l'ensemble des syndicats des métiers de bouche. Les bouchers, les traiteurs, les charcutiers traiteurs, les boulangers, etc., les pâtissiers, ça. Tout le monde déclare ce qu'il met dans le produit qui va être consommé par le mangeur. Voilà, c'est comme ça. Une traçabilité simple. Et est-ce qu'on n'en a pas assez de ce pays fracturé? Nos positions, ça où on voit tout le monde doit d'eau. Oui, mais là, on est fracturé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit, il est le bien ou il est le mal. Bon, mal. Moi, je suis quelqu'un qui aime le médian. Et je me dis, rassemblons-nous, regardons avec l'ensemble des métiers de bouche ce que l'on peut faire. On est tous d'accord sur le fait maison, on y va. Et on a mis sur la table, devant le ministre, en responsabilité à l'époque, nous, on est pour le fait maison dans une loi cadre qui nous contraint vraiment. Et sur tous les produits qui ont été choisis par la DGCCRF, on était d'accord. Donc, sur ce qui doit être fait maison quand on déclare que c'est fait maison. Finalement, ils ne sont pas. Et en même temps, je vais rencontrer un député qui s'appelle M. Rabos, et je lui ai dit, mais portez-la, cette loi, et passons par le Parlement, débattons. Une fois que ce sera débattu, ce sera acté, mais arrêtons d'enjamber l'Assemblée nationale. Il faut que l'Assemblée nationale fasse son travail, parce que quand vous faites du fait maison, vous protégez toute la filière de la terre, donc du monde agricole, jusqu'aux consommateurs et aux mangeurs qui viennent dans vos restaurants, dans vos boulangeries, dans vos charcuteries. Voilà pourquoi j'ai défendu le fait maison. Le non fait maison, c'est encore une histoire de dire, lui, il est dit, lui, il est là. La question, s'il devait en rester qu'un, quel serait le combat le plus important que vous souhaitez mener dans cette mandature? Le fait maison. Le fait maison. Le fait maison parce que le fait maison protégera plusieurs choses. Un, l'artisanat des métiers de bouche. Et puis, deux, le mot restaurant et artisan cuisinier. Parce que restaurant, aujourd'hui, c'est galvaudé. N'importe quel type d'établissement, y compris aujourd'hui une supérette, met une table, met un micro-ondes et considère être restaurant. Bon, il y a peut-être un arbitrage à faire pour que cette gastronomie française remonte sur le podium. Je parle. Ah non. Et alors après, on peut apprécier ou ne pas apprécier tel ou tel sondage planétaire, mais en tout cas, sur les sondages planétaires, elle n'y est plus. Moi, je considère. Mais il y a 1000 ou 1500 chefs et chefs qui, effectivement, ont une très jolie visibilité de chefs et chefs auteurs, et tant mieux, ça nous tire vers le haut. Mais et j'ai la chance de faire partie de ces chefs qui ont été étoilés ou qui sont étoilés. Mais à un moment donné, il faut que tout le niveau monte et que cette gastronomie française ait une accessibilité plus simple. Et là, encore une fois, c'est avec les gens qui vous gouvernent qu'il va falloir dire pourquoi on n'a pas une TVA aménagée sur des gens qui font vraiment du fait maison. Moi, je défends une TVA faible sur le plat du jour, uniquement à déjeuner. Et déjà, on va améliorer. Si vous faites une TVA 5,5 sur le plat du jour à déjeuner, vous allez voir que le fait maison rebondit très largement dans n'importe quel petit bistrot, n'importe quel petit bistrot. C'est vertueux. Et c'est vertueux. Et ça tirera vers le haut. Aujourd'hui, ce qu'il faut signaler, c'est que un restaurant extrêmement bien géré, c'est bien souvent moins de 2% de marge nette. Donc, il y a peu de métiers comme ça. Oui, quand vous prenez quelqu'un qui va faire 500 000 euros en vendant des sandwichs et un autre qui fait 500 000 euros en faisant du fait maison, et que celui qui a fait du fait maison, à la fin de son bilan en bas à droite, il lui reste 2%, et celui qui fait pas terrible, qui fait même 500 000 euros,
et lui, il vous reste 6 ou 7%, eh bien, à un moment donné, vous faites craquer celui qui fait du fait maison. Vous le faites craquer. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus parce que faire du fait maison, c'est plus de staff, c'est plus de collaborateurs, c'est aller à la source des meilleurs produits et plus de techniques. Donc, à un moment donné, il faut là aussi un arbitrage. Et cet arbitrage, il est à l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas dire je veux le fait maison, mais en même temps, ceux qui font le fait maison, ce sera un sacerdoce et ils ne gagneront rien, ce sera la robe de bure. Pénibilité gratuite. Pénibilité gratuite. Aujourd'hui, quelle société veut entendre ça? Sinon, on continuera à aller vers une industrialisation de nos métiers avec tout ce qui va avec en termes d'impact social, mais aussi d'impact santé. Et on voit bien qu'aujourd'hui, vous faites 80 points de vente à base de bagels, vous avez 36 intrants quasiment dans chaque bagel. Ça touche pas terrible pour votre santé. Merci beaucoup, Jean. Merci.